Ici à l'émission hier matin, un des buts, là, une des annonces qu'allait faire Mme Fréchette, c'était cet émissaire du Québec, représentant dans les négociations de la CA, mais ça vient tout juste d'être confirmé. Ça vient toujours d'être confirmé par communiqué de presse. C'est Madame Louise Blais, là, ex-ambassadrice et représentante permanente adjointe à l'ONU là, entre 2017 et 2021, qui va occuper le poste d'émissaire du Québec. Ça fait quoi un émissaire, là? Ça mange quoi en hiver? Un émissaire va représenter les intérêts du Québec auprès de différentes instances, incluant Ottawa, le gouvernement fédéral, le Mexique et les États-Unis. Madame Blais est connue depuis bien avant cette annonce-là pour avoir un réseau de contacts là, des plus solides qui existent dans le monde politique, là, disons international, notamment aux États-Unis. Et ces réseaux de contacts, cette connaissance fine là, des rouages de qui et qui a le rapport de force nécessaire, notamment aux États-Unis, au Mexique et à Ottawa, qui va être mis à profit pour le Québec, pour cette renégociation, cette révision de l'ACOM. Madame Blais, on me dit qu'elle aura un mandat de plus ou moins 6 mois. Là. Le premier contrat est de plus ou moins 6 mois parce que la révision de l'ACOM devrait se faire normalement cet été. Peut-être qu'il va-t-il être appelé à être plus long, mais disons que le contrat initial est de plus ou moins 6 mois. Moi, ce qui est intéressant, je trouve, c'est le mot émissaire, Mario. Émissaire. Puis si on compare avec Pierre-Marc Johnson, Pierre-Marc Johnson avait été négociateur pour le Québec dans le cadre de la mise en place de l'accord de libre-échange Canada-Union européenne. Un négociateur pour le Québec, c'était le mot négociateur. Là, on a choisi émissaire. Mais négociateur, c'est un peu gros parce que le Québec n'était pas vraiment à la table de négociation. Tu es un représentant auprès des négociateurs, mais tu n'es pas toi-même un négociateur. Là. Ben c'est là où je trouve que émissaire colle plus à ce qu'on cherche à faire là. C'est un beau mandat qu'avait eu M. Johnson, hein? Un ancien premier ministre du Parti québécois. Il était devenu ami avec les libéraux parce que à un moment donné, il voyait. Écoute, il a fait plusieurs voyages magnifiques en Europe. C'était, moi, je considère que c'est. Si t'avais à me dire qui a reçu dans l'histoire du Québec les plus beaux mandats payants, intéressants, ouais, d'après moi, c'est dur à battre. Puis c'est pas son rôle de premier ministre qui a été son plus beau mandat, c'est son rôle de négociateur pour l'accord de libre-échange. Parce que le Québec avait initié les discussions pour cet accord de libre-échange qui finalement avait été négocié par Ottawa. Mais c'est intéressant que tu le dises parce que Pierre-Marc Johnson avait même eu une suite là à son mandat de négociateur où il fallait qu'il aille vendre l'accord de libre-échange aux entreprises québécoises. Puis le gouvernement du Québec lui avait donné quelque chose comme 500 000 $ là, juste pour aller répandre la bonne nouvelle de l'accord de libre-échange pour les entreprises québécoises. Je ferme la parenthèse. Oui. Madame Blais, elle a un poste d'émissaire. Donc, elle va représenter le Québec dans les différentes instances auprès d'Ottawa. Ça a l'air à bien se passer, les relations jusqu'à date entre Ottawa et Christine Fréchette. Là. J'ai l'impression qu'ils sont très proches de Dominique Leblanc. Donc, c'est intéressant de voir ça. On me dit que les premières étapes, là, puis les prochaines actions de Mme Blais, ça va être des rencontres et beaucoup de rencontres, notamment aux États-Unis. Chose avant ça? 8 heures ce matin? Elle va être avec nous ben pour non, l'entrevue. C'est ça. Ben non, mais ça, c'est sûr, Mario, que c'est la première étape de n'importe quel mandat, de n'importe quelle personne qui est nommée, là, Mario. Elle va nous parler de son mandat. Je le dis à nos auditeurs, 8 heures, elle va être avec nous. Donc, on va être bien content de lui. En fait, c'est quelqu'un à qui on parlait déjà dans les médias, là, qui était une personne de référence là, dans les relations. Oui. Là, on pourra plus lui parler à ce titre-là, et elle va nous parler à titre d'émissaire dorénavant. Tu penses que c'est pour Mme Fréchette, si on revient plus largement, la journée d'hier, journée réussie? Moi, je pense que c'est une journée réussie, puis j'ai l'impression qu'elle télégraphie toujours la journée du lendemain, la journée d'avant. Hier, à l'entrevue avec notre collègue Richard Latendresse, elle a dit « il va falloir avoir quelqu'un là, du Québec là, dans les tables de discussion sur cette question-là. Il faut que le Québec soit représenté. » Elle savait bien que l'annonce allait venir moins de 24 heures plus tard aujourd'hui. 6h30 le lendemain matin, ouais, c'est ça. 6h30, le contrat était déjà signé. Elle est toujours en train de télégraphier. Je pense que la rencontre hier avec Jameson Greer a été une très bonne
bonne étape pour Madame Fréchette, où elle a fait un peu taire certaines critiques qu'on entendait, très peu, mais quand même, qui disaient que c'était plutôt pour consommation locale, ce déplacement-là, puis que ce déplacement, c'était presque pour les Kodak, pour montrer qu'elle est sur place à Washington, mais qu'elle allait avoir peu d'impact. Je dis pas que Madame Fréchette, là, elle a changé l'administration de Donald Trump, mais aller rencontrer le vrai négociateur à la table de négociation de la renégociation et la révision de l'ACUM et de lui faire savoir que nous, il y a des non négociables, mais que on a des mégawatts dont ils ont besoin, on a des minéraux critiques et stratégiques dont ils pourraient avoir besoin. Ben, cette multiplication des corroborateurs de ceux qui portent ce message-là, ça demeure important. Et là, c'est la première ministre de sa propre voix qui le dit. Je pense que ça a un poids. Jusqu'à maintenant, là, je sais pas si tu as lu ce matin, là, ce plan-là qui se déploie, Mario, c'est un plan qui était travaillé bien à l'avance. En fait, qui était travaillé par l'administration Legault, je dirais ça comme ça, le cabinet de François Legault, qui lui-même avait travaillé un plan de transition là avec les actions que pourrait mener le prochain ou la prochaine chef. C'est finalement Christine Fréchette, mais que beaucoup de ces éléments que l'on voit se déployer depuis 2 semaines avaient déjà été travaillés, organisés, planifiés par des proches de François Legault en vue de la succession qui allait avoir lieu le 12 avril. Il y a un an, jour pour jour, 28 avril, c'était le jour d'élection au Canada. Il y a un an, jour pour jour, oui, Mark Carney était élu comme premier ministre parce qu'il avait été finalement nommé comme premier ministre, il avait élu par les membres du Parti libéral du Canada quelques semaines avant, mais là, c'est suite à la campagne électorale. Élu, gouvernement minoritaire, 1 an plus tard, c'est un gouvernement majoritaire. Là, il y a de ces histoires de magie qui se font en l'espace d'1 an, assez cocasses. Mais oui, aujourd'hui, 1 an, aujourd'hui, il dépose sa mise à jour économique. Puis j'essayais de réfléchir, en 1 an, là, c'est quoi les faits marquants du gouvernement Carney? Tu sais, on a souvent tendance à oublier parce qu'il y a 1 an, on oublie, mais il y a quand même eu la question de la défense, là, atteindre le 2% plutôt que prévu, là, dans les dépenses en défense. Ça a été un élément majeur. Il y a eu l'abolition de la taxe carbone pour les consommateurs à travers le pays. Là, ça touchait pas le Québec, mais à travers le pays. Ça aussi, c'est un élément important. L'abolition de la TPS pour les maisons neuves, là, pour l'accès à la propriété pour les maisons neuves. Il y a eu cette accélération des projets stratégiques à travers le pays. Il a joué à Monsieur Bricoleur dans les relations internationales avec la Chine, avec l'Inde. On a vu ces déplacements-là. Je te dirais, d'un point de vue plus domestique, le changement de ton avec l'Alberta et la Saskatchewan notamment, on voit qu'on n'est pas dans la même relation acrimonieuse entre ces provinces et le gouvernement fédéral. Scott Moe, là, je pense qu'il aime beaucoup M. Carney parce que dans tous les déplacements, il a réussi à aller vendre l'uranium. Il l'amène avec lui en Chine, puis il peut pas, il doit être content quand même de ça, là. Il doit être content du canola, de la levée des taxes sur le canola, sur les gisements d'uranium de la Saskatchewan. Il y a ce fonds souverain qui a été annoncé hier. Il y a eu certains éléments relativement majeurs et tout le repositionnement, le rebranding, permets-moi l'expression, du Canada sur la scène internationale, notamment avec ce discours à Davos. Donc quand même beaucoup de choses pour une première année. Et cet après-midi, on verra dans quel état sont les finances du Canada avec la mise à jour à 16h. Merci Yasmine. Merci Mario. Au revoir, à bientôt. Coup de feu à Montréal. Oui, les policiers, Mario, qui enquêtent sur des coups de feu tirés sur une résidence. Ça s'est passé au cours de la nuit dans Huntsic, Cartierville. 3h40, des appels au 911 commencent à rentrer à propos de coups de feu entendus sur l'avenue Bois-de-Boulogne. On n'est pas très loin du boulevard Henri-Bourassa-Ouest. Quand les policiers arrivent sur place, localisent des impacts de projectiles d'armes à feu sur une résidence, sur un véhicule stationné aussi. Il y a des douilles sur la chaussée. Maintenant, ils ont érigé un périmètre de sécurité. Ont déployé des enquêteurs, les techniciens en identité judiciaire pour déterminer les circonstances entourant cet événement-là. L'escouade canine aussi a été demandée sur place là, dans la recherche d'éléments de preuve. Cette campagne de parents qui ont perdu, dont le jeune a perdu la vie, ils font une campagne contre les boissons énergisantes vendues aux mineurs. La Ligue de hockey junior majeur qui joint sa voix.
Oui, à de nombreux organismes, d'ailleurs, du milieu sportif, pour réclamer l'interdiction des boissons énergisantes aux moins de 16 ans. C'est le commissaire de la LHJMQ, Mario Cecchini, qui dit vouloir envoyer un message aux adolescents qui voient les athlètes de sa ligue comme des modèles à suivre. Alors, M. Cecchini déplore que les compagnies derrière les boissons énergisantes font la promotion de meilleurs résultats sportifs, ce qui est faux. Le dirigeant de la Ligue de hockey junior maritime veut qu'en tant que société, on mise plutôt sur une bonne alimentation et sur un entraînement assidu. Nouveauté Madonna. Oh là là, on vous en a parlé la semaine passée quand elle était à Coachella avec Sabrina Carpenter. Elle a toujours, Madonna, je trouve, le don de se coller avec la vedette du moment. Tu sais, on se rappelle, à l'époque, il y avait Britney Spears puis Christina Aguilera. Bon, ils avaient collaboré ensemble. Là, cette fois-ci, c'est Sabrina Carpenter. Ils avaient donc interprété 3 chansons lors du festival. Mais là, ça se concrétise. La chanson qu'elles ont chantée ensemble va se retrouver sur son album. La chanson sera disponible jeudi. Puis on a déjà l'aperçu audio de ce que va sonner du rythme de Bring Your Love. Sabrina, you got something to say about it. Bring your love. Qui est prévu le 3 juillet. Confession 2, c'est la suite de Confession on the Dance Floor en 2005, qui est sorti en 2005 finalement, qui avait été numéro 1 Billboard pendant plusieurs semaines. Ça promet. Et petit clin d'œil, en terminant, vous savez que vendredi, Le Diable s'habille en Prada 2 sera au cinéma. D'ailleurs, si vous tapez ça sur Google, il y a des talons hauts rouges qui se promènent dans l'écran. Okay. J'adore l'animation Google. Bien, Lady Gaga et Doechii ont sorti une chanson en lien avec ça il y a à peu près 2 semaines. Déjà, dès que la chanson est sortie, c'est 2 millions d'écoutes instantanément. Et là, c'est la vidéo qui est sortie aujourd'hui de Runaway, issue de la bande-annonce. Justement, ça nous donne un aperçu de ce que l'on va vivre vendredi au cinéma.